Environ 300 enfants soldats d'un groupe sud-soudanais ont remis leurs armes mardi. C'est leur démobilisation et le début de leur réinsertion. En Centrafrique, des combats ont opposé hier forces internationales et ex-rébellion Séléka. Le nord du pays est toujours en proie aux violences des groupes armés. Visite de solidarité du président guinéen à son homologue du Libéria. Les deux personnalités se sont entretenues sur le progrès effectué dans la lutte contre Ebola. Nouvelle édition de journal sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Des combats ont opposé hier mardi forces internationales et ex-rébellion Séléka dans le centre de la Centrafrique. La situation survient au lendemain de l'attaque d'un village qui a fait au moins 10 morts dans le nord du pays, toujours en proie aux violences des groupes armés. Les détails. Les affrontements qui se sont déroulés à Bria, dans le centre-est de la Centrafrique, ont pris fin à la mi-journée. Une source proche des forces internationales a fait état de morts et blessés, sans donner de bilan précis. Les opérations pour la reprise de certains édifices publics à Bria, illégalement occupés par des éléments armés ex-Séléka, ont heurté l'hostilité immédiate du groupe armé, ce qui a entraîné la riposte déterminée des forces internationales, d'après un communiqué de la MINUSCA. Le but de l'opération était de mettre fin à l'existence d'une administration parallèle. Il était également question de permettre la tenue des consultations populaires à Bria en donnant aux citoyens la possibilité de s'exprimer librement sur ce qu'ils pensent être les racines de la crise centrafricaine et leur vision de l'avenir. Lundi, dans le village de Boloum, au moins 10 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées. C'était lors d'une attaque attribuée à des peuls armés, à en croire une source de la gendarmerie locale. Importante ville minière du centre-est de la Centrafrique, Bria et son activité diamantifère sont sous le contrôle des ex-Séléka depuis des mois. Environ 300 enfants soldats appartenant à un groupe rebelle sud-soudanais ont participé à une cérémonie de remise des armes mardi. Ils marquent ainsi leur démobilisation et le début de leur réinsertion. Désarmement, démobilisation, réintégration, c'est un long chemin qui attend ces jeunes au parcours complexe. Le sud de la Tunisie a été marqué hier par une grève générale en réponse à l'appel de l'ULT, entendez l'Union locale du travail. C'est suite aux heurts entre policiers et manifestants ayant fait un mort. Des violences déclenchées par la saisie d'essence de contrebande. L'essentiel des commerces et bureaux, excepté les services d'urgence, les pharmacies et boulangeries au sud de la Tunisie, sont restés toute cette journée fermés. Cette grève générale vise à demander l'annulation de la taxe imposée aux Libyens quittant la Tunisie et celle appliquée par les autorités libyennes à l'encontre des Tunisiens quittant la Libye. Les habitants appellent en outre à l'impulsion d'un réel développement de cette partie du pays en proie à la marginalisation et au chômage. Le sud de la Tunisie vit largement de divers trafics avec la Libye et la contrebande de carburant libyen est particulièrement lucrative. Selon un rapport publié en décembre 2013 par la Banque mondiale, le commerce informel, qu'il soit avec la Libye à l'est ou l'Algérie à l'ouest, coûte à la Tunisie chaque année au moins 1 milliard de dinars, soit un peu moins de 600 millions d'euros. 20% de la population active de Ben Gwaden vit exclusivement de ce commerce qui représente plus de la moitié des échanges bilatéraux avec la Libye. La fermeture de la frontière entre la Tunisie et la Libye en raison de différends entre les deux pays et de l'instabilité en Libye entraîne dès lors des mouvements sociaux et des heurts dans le sud. Signature hier entre l'Égypte et la Russie d'un accord pour la construction pour la première centrale électrique nucléaire en Égypte. Cet accord est intervenu lors de la visite dans ce pays du président russe Vladimir Poutine. Reçu en grande pompe par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président Poutine a placé sa visite de 2 jours en Égypte sous le signe du renforcement de l'influence de la Russie dans ce pays.
Le président russe soutient dès la première heure de son homologue Abdel Fattah al-Sisi a été reçu avec faste dans le palais présidentiel du Caire. Les deux pays ont signé un protocole d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire pour la production d'électricité dans la région de Daba, dans le nord de l'Égypte, à l'issue d'un entretien entre les deux présidents. Il est question de la construction d'une centrale nucléaire de technologie russe de 4 blocs de grande puissance, 1200 MW chacun, a précisé Sergueï Kirienko, le directeur général de Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique en Russie. Il s'agira d'une centrale de nouvelle génération post-Fukushima et la Russie est prête à fournir un crédit pour sa construction, a-t-il ajouté. Au début des années 1980, sous le régime de Hosni Moubarak, l'Égypte avait déjà envisagé la construction d'une centrale électrique nucléaire à Daba, mais le projet n'a jamais vu le jour, suspendu après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Nous nous sommes mis pour la poursuite de la coopération militaire entre nos deux pays, surtout à la lumière des circonstances actuelles, a aussi ajouté le président Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays est le théâtre d'attentats djihadistes visant les forces de sécurité. L'Égypte et la Russie ont également décidé de renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie, de l'investissement et du tourisme. Cette visite d'État en Égypte est la première de Vladimir Poutine en 10 ans. Il avait rencontré au Caire en 2005 le Raïs Hosni Moubarak, chassé du pouvoir début 2011 sous la pression de la rue en plein printemps arabe. Le président de la Guinée, Alpha Condé, s'est rendu au Libéria pour une visite de solidarité. Le président guinéen s'est entretenu avec la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et d'autres représentants officiels sur les progrès menés dans la lutte contre Ebola. Également président en exercice de l'Union du fleuve Mano, Alpha Condé s'est rendu au Libéria pour une visite d'une journée. Le président guinéen a prévu s'entretenir avec son homologue libérienne Ellen Johnson Sirleaf sur les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie mortelle à virus Ebola. Je compte sur ma sœur, sur son leadership et sur son expérience internationale, la Banque mondiale, le PNUD, pour davantage nous aider à obtenir le maximum de soutien. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous encourager dans cette lutte contre Ebola, avoir été capable de tous nous représenter, nous, les pays touchés, dans tous les forums mondiaux, avoir été capable de mobiliser des soutiens pour nous et d'avoir plaidé notre cause dans ces lieux où nous n'étions pas. To be able to present our cases in those cases when we were not there. Dans son dernier bilan, l'OMS fait état de plus de 8000 victimes du virus Ebola. 39 nouveaux cas ont été enregistrés en Guinée dans la semaine achevée le 1er février contre 30 la semaine précédente, 5 au Libéria contre 4 la semaine précédente et 80 en Sierra Leone contre 65 auparavant, selon les dernières statistiques. Un montant total d'environ 2 milliards de francs CFA, soit 3 millions d'euros. C'est la cagnotte offerte par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à l'équipe de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des Nations. Chaque joueur est reparti avec une villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA, en plus du même montant en espèces. Plus de détails à travers ce reportage. Les 23 footballeurs ivoiriens, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, ont reçu chacun pour près de 60 millions de francs CFA, soit plus de 90 000 euros de prime d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. En effet, chacun est reparti propriétaire d'une villa à près de 30 millions de francs CFA, soit 46 000 euros, et de la même somme en espèces. Le sélectionneur français Hervé Renard, invité mardi au palais présidentiel, a reçu le bonus le plus élevé, près de 75 millions de francs CFA, soit plus de 114 000 euros. L'ensemble de la sélection a également été décoré du titre de chevalier de l'ordre national. Les frères Touré, Kopa Barry et Siaka Tiéné, déjà distingués par le passé, ont été promus officiers de l'ordre national, tout comme le sélectionneur Hervé Renard. La Fédération ivoirienne de football a en outre hérité d'une enveloppe de près de 250 millions de francs CFA, soit 380 000 euros.
Le staff technique et administratif se partagera près de 300 millions de francs CFA, soit 460 000 €. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire est rassemblée à nouveau, a déclaré le président Alassane Ouattara, qui a longuement insisté sur le sentiment d'unité nationale suscité par le titre. Dans un instant, la revue de presse avec Joaillier Tonji. Bonjour Joël. Bonjour Claire. Et ce matin ça va, très bien. Nous allons parler ce matin des élections au Bénin qui sont prévues pour avril prochain. Je veux parler des élections législatives pour avril prochain. Mais on constate que déjà sur le terrain, la campagne a démarré. Les journaux en parlent. Oui, c'est plus d'un mois avant les prochaines législatives, comme vous venez de l'évoquer. Les quotidiens béninois d'information constatent que la campagne bat déjà son plein sur le terrain. Et nous démarrons avec la nouvelle tribune. Législative 2015, 24 ministres en campagne précoce. L'administration au ralenti, s'indigne le quotidien béninois d'information. Béninfo s'intéresse aux potentiels candidats dans le lot. Remarque que le candidat malheureux des précédentes élections présidentielles, Maître Adrien Roumbedi, est candidat à Porto Novo. Fraternité, Tchabi Sika, le fils du chef de l'État béninois, déclare être candidat pour les prochaines législatives. Adinakou s'intéresse à un autre candidat, Orou Guéné, qui a des démêlés avec la justice au Bénin et s'interroge, une affaire déjà classée. Pour la législative, l'homme sera-t-il candidat? La réponse à lire dans ces colonnes. Le potentiel croit savoir que pour la législative, un pirate s'est infiltré dans la maison FCBE. Qui sait? La réponse à lire dans les colonnes du potentiel. Le potentiel qui s'intéresse déjà à la présidentielle. Le potentiel donc qui s'est intéressé au candidat, l'ancien agentier national Koupaki, qui révèle qu'il serait un cheval à 3 pattes dans une compétition de pur sang. Comment? À découvrir avec le potentiel. 24 heures Bénin. Soumanou Moudaïdou, l'ancien ministre, est cité dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et tentative d'assassinat du chef de l'État, serait candidat à la présidentielle de 2016. Et une autre actualité qui fait mouche aussi, c'est bien sûr Boko Haram et ses frappes successives sur Difa au Niger. Le sujet s'invite à la une des journaux et des sites d'information. Oui, Boko Haram ne cesse de faire parler de lui. Nous démarrons avec Jeune Afrique qui révèle qu'après plusieurs attaques de Boko Haram à Difa, les habitants sont en fuite. Malijet, face aux incursions répétées à Difa, le gouvernement nigérien a dû proclamer l'état d'urgence. La même information est à retrouver à la une de Al-Wida, le site nigérien d'information, état d'urgence à Difa. Face aux îles, avec l'état d'urgence et cette mobilisation, la vengeance de Difa aura-t-elle lieu? S'interroge face aux îles depuis le Burkina. L'observateur Palga croit répondre à la question, c'est bien possible, mais à une seule condition, les renseignements d'abord. Et il faut dire aussi que du côté de la Centrafrique, il y a encore des affrontements entre les Sangaris et les ex-Séléka. Oui, les ex-Séléka ont fait parler d'eux une fois encore. Le pays, affrontement entre Sangaris et les Séléka, force doit rester à la loi. Au PES 360, la force Sangaris et la MINUSCA délogent les rebelles de l'ex-Séléka de Bria. Centrafrique Presse, une vingtaine d'éléments Séléka seraient arrêtés à l'issue de l'intervention. Africa Time nous parle d'autres affrontements, cette fois-ci entre l'armée et la milice locale en Somalie, affrontements ayant fait 16 morts. Radio Okapi en RDC, l'envoyé spécial des États-Unis, Russ Fringold, encourage le gouvernement à traquer les FD. Coup de théâtre mentionne Média Congo. Les Nations Unies, à la dernière minute, suspendent le soutien à l'offensive. Le site d'information 7/7 révèle que Christophe Ngoyi, le militant des droits de l'homme, a été enfin présenté au ministre de l'Intérieur.
Et nous voici à 3 jours après la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 et le sujet est toujours d'actualité. Oui, on ne finit pas de célébrer cette victoire. Après l'accueil triomphal, eh bien, la matinale nous apprend que le chef d'État ivoirien, Ouattara, gâte les éléphants. 2 milliards distribués, jour de gloire et de bonheur partagé. Fraternité matin, médailles, villas et argent ont été distribués. L'intelligence précise que les éléphants, au-delà de l'espèce et de la nature, rapprochent Ouattara et le FPI. L'expression « belle leçon des éléphants » aux politiciens. Merci à vous, Joël Yetonji, pour ce partage des informations à la une des journaux et des sites d'information parus ce jour. C'est moi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention.